Bon, et écoutez, on va démarrer donc cette conférence, cette webconférence. Bon, donc d'abord, bienvenue à ceux qui sont connectés. Un petit peu une petite règle du jeu pour la conférence. Donc, on va se présenter dans quelques instants. Le principe, c'est que nous allons donc défiler un PowerPoint que vous pouvez voir. Vous avez la possibilité d'intervenir en posant des questions grâce au chat. Donc, vous pouvez poser des questions par écrit. On répondra en live aux questions, sauf aux questions qui concernent le juridique, pour lesquelles on va prendre vos questions, mais on y répondra par écrit sur le site. Comme ça, vous aurez l'information, les réponses aux questions juridiques complètes et détaillées. Donc là, on ne les prendra pas en live. Mais tout le reste, on prendra en live au fur et à mesure que les questions arriveront. Et puis surtout, on est sur des choses dont on voudrait avoir aussi vos impressions. Donc si vous avez des commentaires et si vous voulez rebondir sur ce qu'on dit ou sur les exemples que nous donnons, si vous voulez donner aussi votre expérience, n'hésitez pas à le faire pendant la conférence. Donc, on va peut-être se présenter. Donc, moi, je suis médecin gestionnaire de risque à la prévention. Donc, vous me voyez régulièrement maintenant dans les webconférences dans des grands angles. Et aujourd'hui, je suis en compagnie du docteur Jean Bramy, qui est médecin généraliste et qui se revendique comme tel, mais qui a aussi été professeur associé en médecine générale à Paris-Descartes. Mais il va lui-même vous donner un petit peu se présenter lui-même pour compléter. Bonjour, je suis médecin généraliste, effectivement, j'exerce à Paris depuis plus de 30 ans. Et en fait, j'ai aussi une autre casquette, puisque j'ai été pendant longtemps conseiller technique à la HAS, à la Haute Autorité de Santé, dans un service qui s'appelle la mission pour la sécurité du patient. Dans cette mission pour la sécurité du patient, j'étais en charge plus particulièrement de la sécurité du patient en soins ambulatoires. Et je m'intéresse moi depuis très longtemps maintenant aux questions de sécurité du patient, et je forme donc des étudiants, je forme aussi des médecins à la sécurité du patient. Il y a par exemple, depuis 5 ans maintenant, un enseignement qui est donné sur toute l'île de France pour les internes de médecine générale, qui s'appelle de l'erreur médicale à la sécurité du patient. Et je pense que les étudiants sont vraiment intéressés par ça. Si j'ai accepté votre invitation, Madame Moll, c'était parce que je pense qu'une relation médecin de qualité, c'est une relation qui permet justement d'éviter certains problèmes. Et je pense qu'on va le voir tout à l'heure quand on va détailler un petit peu les choses, mais c'est vrai que c'est important qu'on ait une bonne relation avec son patient et que de ce fait, on va éviter beaucoup de... Très bien, donc on va donc démarrer, on va essayer d'émailler à la fois des éléments sur l'information du patient et puis on va y intégrer aussi quelques éléments d'exemple en termes par exemple de jurisprudence ou de décision de CCI pour vous illustrer aussi qu'est-ce que parfois une information défaillante peut avoir comme conséquence à la fois pour le patient mais aussi pour le praticien. Donc on va commencer par présenter quelques petits cas cliniques. Alors c'est des petits exemples qu'on peut donner sur des éléments d'information, des situations qui sont assez banales et assez classiques dans la pratique clinique aujourd'hui. Donc par exemple, vous avez le cas de la personne qui a eu une prothèse d'épaule, dont on n'a pas bien cerné l'information et qui pensait que finalement, après avoir été opérée de son épaule, eh bien, elle pourrait conduire sa voiture assez vite. Et donc là, elle s'aperçoit que finalement, elle sort de l'intervention et en fait, elle ne peut pas, pendant plusieurs mois, se servir de sa voiture pour aller faire ses courses. Donc évidemment, elle n'a pas anticipé ça et ça va évidemment lui poser des problèmes. Idem, vous avez un patient qui un peu plus âgé, qui va être opéré qui fait une péritonite suite à une intervention par célioscopie pour une résection colique. On lui a expliqué que cette méthode d'intervention était une méthode légère, que du coup il y aurait moins de complications. Et en fait, il fait une péritonite et on ne lui a pas expliqué pourquoi ça s'est passé. Donc évidemment, il risque d'adresser une plainte à l'hôpital puisqu'il est complètement étonné de ce qui lui arrive et qui est quand même assez grave. Autre exemple, une dame encore plus âgée qui va pas bien depuis plusieurs mois, mais qui a vu son généraliste et qui lui a dit en fait que si c'était vraiment très grave, elle voulait pas savoir de quoi il s'agissait parce que bon, elle avait trop d'angoissée ou qu'elle voulait juste pas savoir parce que vu son âge, elle n'avait pas forcément envie de connaître donc la vérité. Donc c'est aussi une situation qui peut se présenter. Et enfin, là on est du côté du médecin généraliste qui va être agressé par un de ses patients qui lui reproche de ne pas l'avoir alerté sur les conséquences de son traitement et le médecin ne comprend pas pourquoi il s'adresse à lui alors que finalement il considère que c'est le laboratoire pharmaceutique qui est en cause. Donc voilà des situations qui permettent de rentrer en matière sur ce sujet et qui finalement sont des situations, je pense, Monsieur Bramy, qui se présentent assez souvent finalement dans l'exercice. Oui, effectivement, on rencontre pas un certain nombre de ces situations. Par exemple, le premier cas, le premier exemple que vous avez donné,
donné. Moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. C'était un problème sur une prothèse de hanche, pardon, une prothèse de genou, et la personne n'était pas du tout contente parce qu'elle ne pensait pas être handicapée pour travailler. Mais là, en l'occurrence, c'est pour tout à fait dans cette histoire-là, on n'y avait pas assez expliqué les suites opératoires. Donc du coup, il est incapable d'anticiper et ça lui a posé des problèmes dans Tout sa à fait. vie. Oui. Alors, on va essayer de voir un petit peu, selon les différentes enquêtes, finalement, comment les patients se représentent cette information et ce qu'ils pensent. Donc, il y a une enquête qui a été menée il y a déjà quelques temps sur ce sujet-là. Donc, c'était une enquête qui comportait quand même pas mal de participants à l'enquête, puisqu'on avait quand même 700 patients qui ont été interrogés. Alors, bien sûr, c'est dans un centre de lutte contre le cancer, donc on est sur la thématique du cancer, mais néanmoins, on leur a posé un certain nombre de questions sur qu'est-ce qu'ils attendaient en termes d'information de leurs praticiens. Donc, vous voyez que dans 92,8% des cas, les patients pensent que l'information qu'ils portent sur leur état de santé et le traitement proposé sont prioritaires. Donc, ils ont besoin d'avoir cette information. Et cette information qu'ils reçoivent, ils souhaitent que leur médecin traitant la leur communique. Donc, ça, c'est important. Dans 6,7% des cas, en fait, ils aimeraient plutôt recevoir une information un peu moins précise, mais adaptée à ce qu'ils souhaitent savoir, pas forcément savoir trop, mais ce soit adapté à leurs demandes. Les patients souhaitent aussi en majorité garder le contrôle des informations médicales divulguées à leurs propres et à leurs proches et à d'autres médecins. C'est-à-dire qu'en fait, il faut leur demander aussi leur avis sur est-ce qu'ils souhaitent que cette information soit divulguée et à qui. Ça, c'est des choses auxquelles forcément on ne se pense pas toujours. Et enfin, dans 52% des cas, ces informations, ils préfèrent les recevoir en direct et pas forcément par téléphone. Donc là, je ne sais pas si vous avez, vous, de votre côté, des informations, enfin, des éléments complémentaires à apporter à cette enquête là, qui était sur les patients. Pas tellement sur cette enquête, mais c'est vrai que pour rester dans la thématique du cancer, j'ai vu passer une thèse qui a été faite par un médecin qui s'appelle Ingrid Joffa, qui a été passée en 2012. La thèse s'appelle « Les besoins d'information médicale évalués sur une cohorte de 100 patients traités pour un cancer métastatique à l'Institut Curie ». Donc en fait, ce médecin a remis un questionnaire avec 32 questions à 100 patients atteints de cancer métastatique. Et donc la thèse est vraiment intéressante, il y a eu beaucoup de résultats, mais il y en a deux qui m'intéressaient particulièrement. D'une part, une majorité de patients souhaitaient que leurs proches soient informés du diagnostic, ça je ne m'attendais pas trop à ça. Et puis il y a une chose qui m'a un petit peu amusé, intéressé aussi, c'est que les patients, les médecins, vous savez, ont des réticences à annoncer un cancer, le mot cancer faisait peur, etc. Il semble, d'après les travaux de ce médecin, il semble que maintenant les professionnels ont moins de réticences à annoncer cancer, le mot cancer ne fait plus peur. Par contre, quand les métastases apparaissent, du coup, on retrouve le tabou. Donc le tabou s'est un petit peu déplacé. Ça m'a intéressé de voir ça. Alors donc, des informations quand même sur la relation, la satisfaction des patients sur leur relation avec leur médecin. Alors oui, en fait, les patients sont satisfaits de la relation qu'ils ont avec leur médecin généraliste ou avec leur médecin. Je crois qu'il y a une raison très bête, c'est que finalement, les patients en France, ils choisissent leur médecin. Si je vais choisir un médecin, je ne vais pas choisir un médecin avec qui je ne m'entends pas. Je peux toujours changer, et donc je vais aller chercher un médecin avec lequel je m'entends bien. Alors il y a eu un travail qui a été fait, qui est ici, qui est publié dans la revue du praticien en 2003. Les chercheurs ont voulu savoir ce qu'attendent les patients de la relation médecin-malade en soins primaires, et donc ils ont posé 6 questions à des patients. La question donc c'est qu'attendez-vous de votre relation avec votre médecin, comment doit se dérouler la consultation, qu'est-ce qui vous inspire confiance dans cette relation, qu'est-ce qui vous satisfait dans cette relation, qu'est-ce qui peut vous faire douter de la bonne relation avec votre médecin, et qu'est-ce qui vous déçoit dans cette relation. Donc les réponses, alors évidemment, toujours ce type d'enquête, les patients souhaitent d'abord que leur médecin possède des compétences techniques, évident, qu'il tienne un jour le dossier médical, qu'il sache poser le bon diagnostic, qu'en cas de difficulté, il sache prescrire des examens complémentaires ou adresser vers un spécialiste d'organes ou à l'hôpital. Mais il faut savoir aussi que les patients souhaitent que leur médecin les écoute et qu'ils aient avec eux une relation de partenariat.
Alors c'est vrai que la Haute Autorité de Santé, par exemple, et puis la Direction générale de la santé, ont lancé quand même une grande démarche sur le patient co-acteur de ses soins, Oui, comment est-ce qu'on applique le patient dans ses soins, dans la sécurité de ses soins. Donc c'est un peu cette notion de partenariat là, qui est en jeu dans ces démarches. absolument. En fait, vous savez, il existe vraiment une littérature très très abondante sur le mode de relation qui peut exister entre un médecin et son patient. Le premier type de relation qui ne devrait plus exister, mais qui, je pense, existe encore un petit peu, c'est la relation paternaliste. Dans cette relation, évidemment, c'est le médecin qui a la connaissance, il agit dans l'intérêt du malade. Le médecin est tout puissant, il ordonne, il prescrit une ordonnance, et le patient doit obéir sans avoir la possibilité de discuter. Vous savez, dans le serment d'Hippocrate, le serment originel, hein, celui que les étudiants doivent prêter lorsqu'ils passent leur thèse de doctorat, dans le serment d'Hippocrate, on dit j'utiliserai le régime pour l'utilité des malades suivant mon pouvoir et mon jugement. Donc, on est dans la situation où le médecin est tout puissant, c'est le père, le patient c'est l'enfant, et le père, finalement, il sait qu'est-ce qui est bien pour son enfant. Il faut savoir que cette relation, même si elle existe peut-être encore un petit peu, elle est totalement dépassée. Je pense que l'épidémie de sida est passée par là, et dans les années 80, les patients atteints de cette maladie ont bien compris qu'ils étaient autonomes et ils ne voulaient plus du tout de ce type de relation. On a complètement changé. Alors, il y a un autre mode de relation qui est le modèle communicationnel. Dans ce modèle, le médecin est toujours tout puissant, mais le patient doit d'abord comprendre ce qui lui arrive, quels sont les traitements qu'il doit prendre, quelles sont les conséquences éventuelles avant de décider s'il accepte ou non les propositions de son médecin. C'est intéressant comme modèle, mais il peut y avoir aussi des dérives. Alors par exemple, moi je pense à un cancer de la prostate par exemple. Vous avez le médecin ou le chirurgien qui va donner un CD au patient en disant voilà, monsieur, vous avez un CD dans lequel vous avez toutes les alternatives thérapeutiques avec toutes les complications, le pronostic en fonction de ces complications. Vous allez rentrer chez vous, vous regardez le CD et lundi vous venez me voir et vous me dites je veux la solution A, la solution B ou la solution C. C'est-à-dire que le médecin il se met dans un mode finalement de technicien où il applique simplement. Évidemment, ce n'est pas forcément non plus ce qu'il y a de mieux en matière de communication. Alors, le troisième modèle, c'est l'approche négociée. Dans ce modèle, le médecin a un savoir technique, il le met à la disposition du patient, mais on négocie. Les prestations vont être négociées en fonction de plein de choses. Alors, les attentes du patient, le projet de vie, le contexte dans lequel il évolue, les proches aussi qui ont éventuellement un mot à dire par rapport à la décision que va prendre le médecin. Donc dans ce modèle, il existe un partenariat équitable entre le médecin et son patient. Très bien, donc là c'est vraiment au cœur de la problématique de l'information. Alors après, il y a aussi évidemment ce que dit la loi. Parce qu'en France, on est beaucoup la réglementation et la loi, donc il y a pas mal de choses qui ont été faites par des lois successives en fait qui concernent l'information des patients. Donc on va essayer de balayer un petit peu les éléments de cette loi en essayant de les illustrer justement par des décisions qui ont été prises, alors soit des décisions de justice, soit des décisions de CCI, des choses comme ça, pour voir un petit peu où on en est en termes de législation sur l'information des patients. Alors d'abord, vous savez qu'il y a la fameuse loi du 4 mars 2002 qui a beaucoup fait évoluer en fait tout ce qui concerne le droit en général de la personne à être informée sur son état de santé par les professionnels de santé. Donc en fait, en raccourci sur ces 17 slides, on a bien sûr que l'information incombe à tous les professionnels de santé dans le cadre de leurs compétences, bien sûr, parce qu'il y a des formations qui peuvent être données par l'infirmière, mais qui ne peuvent être données que par le médecin, donc chacun a ses prérogatives. Donc la loi dit que le médecin doit au patient une information loyale, claire et appropriée à son état, donc on reviendra un petit peu dans le détail tout à l'heure là-dessus. Et cette information, elle est destinée, c'est un petit peu ce que vous expliquiez précédemment, c'est-à-dire qu'elle est destinée à éclairer le patient sur son état de santé, sur les différentes méthodes thérapeutiques qui puissent lui être proposées, avec les risques et les avantages, donc il peut pouvoir négocier effectivement avec son médecin là-dessus. L'information concerne évidemment aussi bien les actes de prévention que les actes techniques ou les actes d'investigation complémentaires. Et elle porte essentiellement sur les risques les plus fréquents ou les plus graves qui sont normalement prévisibles. Évidemment, ça ne porte pas sur les risques qui ne sont pas connus, puisque c'est pas connu. Donc, et la loi précise aussi qu'une personne peut décider de ne pas souhaiter être informée sur et être gardée dans l'ignorance de son diagnostic ou de son pronostic, et donc c'est tout à fait son droit de le faire.
Donc ça, c'est un peu dans les grandes lignes ce que dit en fait la loi du 4 mars 2002. Et en fait, pour moi, dans cette loi, qui est quand même vraiment, vraiment très intéressante, il y a une chose qui est claire, c'est que, hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de donner au patient l'information loyale, claire, appropriée. Et quand on dit loyale, claire et appropriée, ça a un sens, c'est-à-dire que loyal, ça veut dire qu'on ne cache rien, même si on verra peut-être qu'il y a des modalités. Clair, ça veut dire qu'il faut s'adapter à son discours, il ne faut pas avoir un jargon médical. Et approprié, bien entendu, on ne dit pas la même chose si c'est une bronchite ou si c'est un cancer du poumon. Donc, Voilà. et ça, il faut vraiment le faire, à la fois sur les risques des investigations et des soins que le médecin va proposer. De sorte que, muni de ces informations, le patient peut donner ou pas son consentement, mais de façon éclairée. C'est le patient et puis aussi ses proches, parce que parfois le patient est incapable lui-même de donner un avis ou de parfaitement comprendre ce qui va être fait, puisque des fois il y a des patients qui sont soit qui sont pas coopérants, ou qui sont en coma, ou qui sont voilà. Tout à fait. On a aussi et il y a aussi le fait que le patient, enfin le droit du patient à l'information s'exerce à la fois a priori et a posteriori. A priori, c'est-à-dire que avant de faire l'acte, on doit informer le patient. Mais a posteriori, le patient il a accès à son dossier médical, il a accès aux informations qui sont établies, qui sont détenues ou établies par l'établissement de santé, par le professionnel de santé. D'accord. Donc là, on va essayer de continuer à expliciter un petit peu la loi. Donc d'abord, qui sont les professionnels de santé, enfin, les personnes qui sont censées donner cette information. Donc la loi dit bien évidemment qu'il s'agit de tous les professionnels de santé dans le cadre de leurs compétences, on l'a déjà dit. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que la responsabilité d'information est partagée entre le médecin prescripteur et celui qui réalise l'acte, ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc on ne va pas forcément les détailler, mais vous voyez à l'écran, il y a des décisions, notamment de la Cour de cassation et de la Cour d'appel, qui avaient rejeté la demande d'un patient à l'encontre de deux radiologues dans un premier temps, qui n'avaient pas satisfait leur devoir d'information, et finalement la Cour de cassation a considéré que la communication était en fait le fait des deux participants aux soins, et donc en fait a donné raison en fait au patient dans sa requête. Donc on a vraiment une responsabilité qui est partagée dans une situation quand il y a plusieurs intervenants sur un même patient, et quand on a une pluridisciplinarité aussi concomitante pour la prise en charge des patients. Donc ça, c'est important de bien comprendre que la responsabilité est partagée, que du coup l'information aussi, elle doit être aussi partagée. Oui, vous l'avez dit Madame Moll tout à l'heure, mais chaque professionnel doit donner l'information en fonction de ses compétences. C'est-à-dire que le médecin, il donne ses informations sur le diagnostic, sur la thérapeutique, etc. Mais par exemple, dans les hôpitaux, il est courant que ce soit l'infirmière ou le cadre de santé qui donne des informations sur l'état de santé en général du patient. Alors on voit bien, par exemple, dans les consultations d'annonce du cancer, que le médecin va faire l'annonce du cancer en général en première intention, et puis ensuite l'information va être reprise par exemple par l'infirmière du service ou par l'infirmière coordonnatrice. Donc on a bien des différents niveaux de cette information. Après, donc, une fois qu'on a qui devait informer, qui doit être informé, donc on a bien dit évidemment le patient en première intention, mais aussi ses proches, et notamment on n'y pense pas forcément, donc quand le pronostic évidemment fatal existe, donc il faut que le patient, bien sûr, sauf si le patient s'est opposé à ce qu'on donne cette information à ses proches, donc ça c'est important aussi d'informer aussi, de demander au patient son avis sur est-ce qu'il est d'accord pour qu'on informe ses proches. Oui, alors justement, moi je trouve que c'est très intéressant parce que vous savez, enfin surtout en médecine générale, on a une relation duale, privilégiée, ça blablabla, on a fait plein de choses entre le patient et son médecin. Et en fait, lorsqu'on annonce un cancer ou une maladie grave, un diagnostic péjoratif à un patient, moi je trouve qu'on a du mal à se dire qu'il faut aussi demander au patient est-ce que vous êtes d'accord pour informer votre conjoint ou proche. Et des fois, on enlève l'épine du pied parce que le patient lui-même, il a du mal à annoncer la chose à sa femme ou à son mari. Et c'est important aussi de trouver le médecin qui va, qui va expliquer les choses d'autres mots que... Et qui va lui proposer de le faire. Donc vous avez par exemple cet avis donc, du tribunal du TGI de Versailles, donc,
qui a mis en cause la responsabilité des médecins pour le fait que le mari n'avait pas été informé du pronostic fatal de pathologique cancéreuse de son épouse, et du coup, il n'a pas pu se préparer, se préparer à la fois à ce décès, puis évidemment à la suite. Ça se voit aussi beaucoup dans les maladies neurodégénératives, hein, dans l'Alzheimer par exemple, où si on ne prévient pas, on dit, mais après on peut se préparer, on n'a pas pu... Voilà, donc anticiper finalement ce qui se passe derrière. Alors après, c'est le contenu de l'information qui est intéressant. Donc on a déjà dit que l'information devait être loyale, claire et appropriée. Donc on a déjà donné un petit peu le contenu de ce que c'était que loyal, intelligible. Donc, évidemment, d'éviter le jargon et de l'adapter à la situation du patient et à son niveau de compréhension, effectivement. Et donc la HAS, qui est aussi une fourmilière de bonnes pratiques, a précisé aussi en quoi une information devait être loyale, honnête et intelligible pour le patient. Et donc il y a des référentiels, on en parlera tout à l'heure, sur ce qu'il faut annoncer, comment il faut le dire et quel est le niveau d'information pour le patient. Donc sur quoi est-ce qu'il faut informer le patient? Eh bien évidemment sur son état de santé. Je pense qu'il y a d'ailleurs probablement une nécessité de ne pas dire une seule fois, donc on en parlera un petit peu, de ne pas donner des informations en vrac et puis de s'arrêter là. Donc sur l'état de santé, sur la nature des investigations qu'on va lui proposer, sur les traitements, et ça on sait très bien que l'explication du traitement, la façon dont le patient doit se l'administrer, la répartition, c'est pas toujours si évident que ça, et ça va conditionner derrière aussi l'observance du patient par rapport à ça. Toutes les actions évidemment de prévention qu'on peut proposer à un patient, leur utilité, éventuellement le niveau d'urgence, parce que ça c'est pareil, on peut donner à un patient une information sur un traitement, si on ne précise pas avec insistance que c'est urgent, il peut y avoir des délais de réalisation de l'acte et puis derrière des préjudices par rapport au pronostic, hein. Et puis donc leur connaissance. Donc le problème c'est qu'il faut en dire assez mais pas trop, et donc voilà, c'est pas forcément évident. Ah, c'est très compliqué moi je trouve, parce que effectivement on est partagé entre l'envie finalement de dire ben voilà, vous avez telle maladie, voilà, pronostic, etc. Et puis si on met le gros paquet comme ça sur la table d'un coup, vous avez si la fenêtre est ouverte, la personne est capable d'aller jeter par la fenêtre. Donc non, il faut le faire avec tact, il faut accompagner le patient dans sa démarche, il faut au fur et à mesure que la maladie évolue, il faut rajouter des choses, des informations. Donc je trouve que c'est très difficile, et après 30 ans de pratique médicale, je ne suis pas sûr de faire bien les choses. Et je suis sûr d'ailleurs que de temps en temps, je me suis complètement planté. Donc c'est évidemment pas ni blanc ni noir, c'était vraiment une question aussi de pratique. Donc, voilà. Donc, mais vous voyez que par exemple le juge parfois rend des jugements sur le fait que l'information n'était pas suffisante, et donc ça va derrière générer des problématiques auprès du patient. Donc ce sont des jugements qui sont donnés sur l'insuffisance d'informations données au patient. Et madame, vous qui êtes intéressée par la simulation en santé, voilà typiquement un cas dans lequel on peut former beaucoup de gens à annoncer la maladie. C'est vrai que dans les études médicales, on n'a pas encore appris aux étudiants, pas partout, mais ça commence à venir, à se mettre en situation d'annonce et d'information du patient. Et effectivement, sur une précédente conférence, on a parlé de simulation en santé, c'est un mode tout à fait efficace d'apprentissage dans ce domaine. Alors, toujours sur le quoi dire, donc on a aussi bien évidemment à présenter aux patients les alternatives à cette thérapeutique, de manière à ce qu'il puisse, en connaissance de cause, dire oui ou non à une thérapeutique qu'on lui propose. Et donc c'est important d'évoquer avec lui les différentes alternatives thérapeutiques, d'en préciser les avantages et les inconvénients, voire même ce que le patient lui dise non, finalement, moi je ne veux pas qu'on aille sur une intervention chirurgicale et on préfère un traitement chimique plutôt que chirurgical. Donc vraiment de l'informer sur le bénéfice-risque finalement des différentes possibilités. Et ça c'est pareil, c'est pas forcément évident à présenter à un patient. Alors ça encore, c'est vraiment compliqué, surtout, je dirais, pour le médecin généraliste, parce que le médecin spécialiste qui connaît bien un sujet très très précis, connaît peut-être toutes les options. Pour le généraliste qui doit faire à la fois de la pédiatrie, de la gynéco, de la rhumato, etc., ne connaît pas forcément toutes les options. Je pense qu'il a quand même intérêt à bien se renseigner avant d'expliquer au patient les choses. Alors là, par exemple, vous avez un exemple d'un
un jugement qui a été porté sur le fait que, alors c'est pareil, hein, si là il y a eu un jugement sur le fait que la patiente, enfin les patients venaient devant le tribunal pour dire qu'on leur avait pas présenté donc les alternatives et qu'il y avait donc une perte de chance. Et donc là en fait, à partir du moment où l'alternative, il n'y avait pas d'alternative et qu'il n'y avait pas donc il y avait donc pas de perte de chance. Hein. Donc on est sur des problématiques qui ressortent assez fréquemment quand même dans l'information des patients qui concerne finalement la présentation ou pas de l'alternative thérapeutique qui peut ou pas entraîner une perte de chance. Alors, on a aussi les problématiques des conséquences qui sont relatives en cas de refus. Hein, donc, la loi dit, en tout cas une cour de cassation s'est prononcée sur le fait que, évidemment, on peut présenter à un patient différentes alternatives thérapeutiques, mais on n'a pas une obligation de le convaincre, parce que après, on peut donner tous les arguments que l'on peut avoir, le patient n'est pas forcément convaincu et il peut tout à fait refuser. Ça pose quand même une question importante qui est la responsabilité du patient quand il décide de ne pas suivre finalement les préconisations du médecin. Parce qu'aujourd'hui, la Cour, les décisions de justice sont plutôt... Le sachant reste quand même responsable, malgré tout, souvent. Mais le patient, finalement, il peut tout à fait prendre la responsabilité de dire ben non, moi je ne veux pas ce traitement-là, et donc quid de la responsabilité du patient par rapport à sa décision à lui. Le patient est libre de choisir de se traiter ou de ne pas se traiter. Quand même. On va forcer les gens qui ne veulent pas se traiter. Et effectivement, à partir du moment où ils ont une information claire, loyale, appropriée, etc., s'il ne veut pas, il ne veut pas. Je pense que les gens doivent faire ce qu'ils souhaitent faire. Hein. Donc là, on a quelques éléments qui présentent effectivement que dans les jugements aussi, à partir du moment où le patient a refusé d'être soigné, mais qu'il a reçu une information claire, le professionnel de santé ne va pas être mis en cause. En fait. Donc c'est important de rassurer aussi les confrères qui peuvent être exposés à ce genre de problématiques. Alors, il y a quand même des exceptions à l'information. On doit une information à tous les patients, mais il y a des exceptions où on est exonéré entre guillemets de l'information. Alors il y a quelques situations. Donc d'abord, lorsque le risque est imprévisible ou non connu à l'époque des soins, même si quelques années plus tard, l'information elle est disponible, la Cour ne reviendra pas sur un moment donné où l'information n'était pas disponible et où finalement on n'a pas pu la donner puisqu'elle n'existait pas. Donc là, ça paraît logique. Ça paraît logique. Il faut voir si ça tient la route. Ça tient la route. Après, il y a évidemment les situations d'urgence où l'urgence impose de faire un geste. Et donc on n'a pas le temps forcément de donner de l'information aux patients. Donc ça, effectivement, ça dépend un petit peu des situations. Et quand il y a une plainte sur ce sujet-là, où le patient se plaint parce qu'il n'a pas été informé alors que l'acte a été réalisé, finalement, c'est le juge qui va estimer, en fonction de la situation, avec évidemment une expertise à l'appui, qui va estimer si la situation d'urgence permettait ou ne permettait pas de donner le temps, finalement, d'informer le patient. Ce qui n'empêche pas d'informer après, de lui expliquer, finalement, pourquoi on a agi de cette façon-là et quels étaient finalement les risques qu'il aurait encourus si on avait tardé à le prendre en charge. Donc ça fait partie aussi des choses. Alors, je ne sais pas si cette partie-là vous aviez des choses à rajouter. Et puis donc le refus du patient sur le fait qu'il ne veut pas. On voit dans la loi du 4, une loi suivante, là, après la loi du 4 mars. Lorsqu'une personne demande à être dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, le savoir doit être respecté, donc on ne va pas le forcer effectivement. Ouais. Alors, j'ai juste une petite expérience à vous communiquer. Enfin, je me rappelle très bien dans les années 80, malheureusement j'ai vécu 80, les années SIDA, je me rappelle très bien qu'on était confronté à des patients qui étaient atteints par le virus du SIDA, et la question était, est-ce qu'il faut le dire au conjoint? Et je sais qu'on a eu des discussions terribles entre confrères. Les uns disaient mais écoute, c'est très dangereux pour le conjoint, on ne peut pas ne pas le dire. Et d'autres qui disaient et le secret médical, qu'est-ce que tu en fais? C'est une question qui nous ont mobilisé pas mal de temps. Donc la loi, en fait, elle a évolué puisque au départ, lorsque l'intérêt du patient le commandait, donc c'était le médecin qui décidait s'il donnait ou s'il ne donnait pas. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire, c'est qu'on doit donner, sauf dans le cas où le patient refuse de recevoir, et si le patient va exposer un tiers finalement à un risque notamment vital ou de contamination. Ça, si on avait eu cette loi à l'époque, on aurait été plus à l'aise. Ok, donc on aborde maintenant un élément important qui est finalement
ces, attendez, Les éléments de la preuve. les éléments de la preuve, hein. Donc ça c'est important parce que souvent on bute sur les problèmes de traçabilité. Donc, parce que en fait, souvent ce qui ennuie un peu les professionnels de santé, c'est de tout écrire, de tout tracer. Et on voit bien que c'est très important quand il y a ensuite une réclamation ou un litige, eh bien il va falloir réunir les éléments de preuve comme quoi l'information a bien été donnée puisqu'on la doit, cette information. Donc il n'y a pas une liste comme ça d'éléments qui vont être forcément obligatoires. Néanmoins, quand il va y avoir une investigation sur un sujet comme ça, le juge va regarder un faisceau d'arguments qui va lui permettre de démontrer qu'il y a une preuve effectivement de cette information. Alors il y a quelques exemples là. Est-ce qu'on donne un document d'information écrit au patient? Toujours faut-il encore faire la preuve qu'on lui a bien remis. Est-ce qu'il y a eu un temps de réflexion entre le moment où l'indication thérapeutique ou l'indication chirurgicale a été posée et sa réalisation, de manière à s'assurer que le patient a pu réfléchir finalement à la proposition qu'on lui fait? On regardera aussi le nombre de fois où le patient a été vu par le médecin, parce que ça peut aussi montrer qu'effectivement plus on voit le patient, et on s'imagine qu'on imagine quand même que dans ce cas-là il va recevoir de l'information. Si le patient fait partie d'une profession médicale ou paramédicale, on peut considérer qu'il est plus apte à comprendre les informations. Bon, mais ça fait partie des éléments, faisceau d'arguments. Et puis donc voilà, il n'y a pas un moyen univoque finalement de porter la preuve, c'est un faisceau d'éléments qui vont apporter cette preuve. Donc vous avez par exemple dans le cas de figure qui est présenté dans le PowerPoint, une patiente qui considérait qui portait plainte en disant qu'elle n'avait été pas très informée par son praticien, et donc en regardant finalement la prise en charge de cette personne, on aperçoit qu'elle a eu de nombreuses consultations qui pouvaient faire penser quand même que l'information lui avait été donnée de façon judicieuse. Alors, ce qui est intéressant quand même dans cette loi, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'écrit n'est ni nécessaire ni obligatoire. Absolument. Ça c'est intéressant parce qu'on nous disait toujours il faut écrire, il faut écrire. Ça fait partie des éléments de preuve, mais finalement c'est ni obligatoire ni nécessaire. En revanche, ce qui semble être indispensable et obligatoire, c'est que l'information orale soit donnée au patient. Donc il y a eu une négociation avec le patient, c'est ce que vous disiez tout à l'heure un petit peu. Ben oui, et je pense que, vous savez, on a l'habitude de dire que finalement les médecins, en tout cas je parle de la médecine générale, que les médecins n'écrivent pas tout sur ces médicaments. Il y a même des études qui ont montré que entre ce que le médecin fait et ce qu'il écrit réellement sur le dossier, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas indiqués dans le dossier. Et ben, je pense qu'il faut qu'on prenne de plus en plus l'habitude d'écrire tous les éléments sur le dossier. Si je mets sur le dossier, par exemple, que j'ai proposé un vaccin à une personne et qu'elle l'a refusé pour des raisons diverses, je marque simplement j'ai proposé le vaccin, la personne l'a refusé. Si je dis voilà, vous avez une alternative à ce traitement, et voilà les deux possibilités, par exemple, je dois le marquer aussi, parce que c'est qu'une preuve, d'une certaine façon, c'est écrit sur le dossier, quelque part, si on a un problème, on peut montrer ça au juge et expliquer qu'on l'a dit. Voilà, donc on a un contre-exemple finalement sur la Cour d'appel de Paris, là, qui présente que finalement l'obligation d'information en remettant juste un document à lire et à signer, ça ne suffit pas. Ah bah non, voilà. Parce que on croit, souvent, moi je connais des gens qui sont très, qui aiment beaucoup de donner des documents, ils donnent des documents, mais ils ne les commandent pas, ils ne lisent pas les patients, et finalement, voilà. C'est important, c'est vraiment la relation avec le patient, la négociation sur la prise en charge, les explications finalement de ce qu'on lui fait, des bénéfices, des risques, etc. Alors bon, bien sûr, il y a des exceptions où l'écrit là est obligatoire, donc on cite pour mémoire, mais bien évidemment quand on implante un dispositif médical à visée dans l'esthétique, on doit le tracer. Dans les prélèvements d'organes pour donner dans le vivant, évidemment on trace. Modification des caractéristiques du sang, ça fait partie des règles obligatoires, hein. Tout ce qui est IVG, assistance médicale à la procréation, des diagnostics prénatal et in utero, mais ça reste des choses qui sont vraiment très ciblées. Alors pour le coup, elles sont exhaustives, hein. Donc ça, là, pour le coup, on est obligé de tracer. C'est une obligation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après sur le médecin, finalement, lui, dans sa posture par rapport à l'information du patient? Et quelles sont ses difficultés? Donc on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de déplacement du tabou sur le cancer, puisque c'est l'exemple qui est sur la diapo, mais du coup, au cancer, au métastase, on a quelques difficultés. Donc on a interrogé aussi, grâce à une enquête, TNS Sofres,
les médecins et les professionnels de santé pour leur dire est-ce que vous êtes d'accord avec le principe d'information de vos patients. Donc, on voit bien que sur le principe, évidemment, ils sont d'accord. Ils ne vont pas dire non, ils sont d'accord. Cependant, ils expriment un certain nombre de... Si on approfondit en fait dans l'entretien, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques réticences qui tiennent finalement à la remise en cause de leur posture, de leur statut. Donc, alors, on sait aussi, on a présenté dans une conférence précédente sur la santé connectée, on sait très bien que nos patients aujourd'hui, quand ils viennent nous voir, ils ont déjà bien épluché Internet pour voir, des fois ils en connaissent plus sur la maladie que nous. Donc, ils ont aussi, le professionnel de santé a cette crainte aussi de remise en cause de son statut, de ses connaissances. Donc la remise en cause de leur pratique, donc ça c'est sous-jacent, mais c'est réel. Puis peut-être de voir leur profession de devenir autre chose, donc de passer plus à une relation où on informe plutôt que sur une relation où on soigne. Et donc il y a quand même des craintes qui sont, oui, ils sont d'accord sur le principe, mais il y a quand même des craintes et des réticences. En fait, je me rappelle très bien, j'ai dirigé une thèse il y a quelques années, c'était sur sur les perceptions des médecins dont les patients arrivent en consultation en disant qu'ils ont consulté des sites d'information. Et je me rappelle très bien que la conclusion c'était que les médecins, au fond, même ceux qui disaient oui, je suis d'accord, etc., en réalité, ils étaient quand même assez inquiets, soit parce qu'ils considéraient que l'information donnée sur Internet était de mauvaise qualité, soit parce qu'ils disaient, si le patient vient et qu'il en sait autant que moi sur le sujet, à quoi sert, je sais, voilà. Bon, alors, il y a quand même des difficultés qui sont aussi inhérentes aussi la charge de travail qui est vécue par le médecin. Donc là, on a quelques chiffres. Alors oui, ça c'est un chiffre, c'est quelque chose qui m'a interpellé le jour où j'ai appris par l'assurance maladie qu'il y avait 255 millions de consultations et de visites par an, 260 millions même si on ajoute les activités techniques. Et si on ramène ça au jour ouvré, donc en 2014 il y en avait 251, on arrive à 1 million de consultations par jour chez le généraliste, ce qui est énorme. Oui. Et je me suis rendu compte aussi que ce chiffre n'était pas du tout propre à la France et qu'on le retrouvait dans plein de pays, on le retrouve aux États-Unis. Donc ça veut dire que les interactions avec le patient sont vraiment très très importantes. Ça pour moi qui m'intéresse à la sécurité du patient, c'est important parce que ça veut dire que s'il y a 1 million de consultations par jour tous les jours, et si par exemple on sait qu'il y a 26 événements indésirables pour 1000 consultations, ça voudrait dire qu'il y a 26 000 événements indésirables par jour en France, ce qui me paraît gigantesque. Il faudrait peut-être revoir les chiffres. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on sait à peu près, on sait bien maintenant pourquoi les patients vont voir un médecin généraliste. Vous savez, c'est d'abord les pathologies chroniques, c'est essentiellement l'hypertension artérielle, mais il y a aussi le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'asthme, l'insuffisance rénale, c'est toutes les pathologies aiguës, et ça représente quand même un quart sur 3, voilà. C'est toutes les infections de la sphère ORL, les infections urinaires, etc. La petite traumatologie, en particulier beaucoup d'entorses, mais aussi des histoires de sutures, de choses très simples. L'ophtalmologie, et puis la gynécologie, la rhumatologie, la pédiatrie, mais aussi le médecin généraliste va assurer les problèmes psychologiques. Il faut savoir que le médecin généraliste, qui est le médecin de la famille, qui connaît bien tous les membres de la famille, il ne connaît pas que les membres de la famille, d'ailleurs il connaît aussi souvent les voisins, il connaît plein de choses sur les gens, c'est souvent à lui et à lui seul qu'on va aller raconter un problème majeur et il va être obligé de résoudre ce problème d'une façon ou d'une autre, soit en déléguant, en l'envoyant chez un spécialiste. Et je pense que ces problèmes psychologiques, il ne faut pas les mettre... certains médecins ont tendance à considérer que c'est la chose la plus importante de leur activité. Moi, personnellement, je ne pense pas, mais c'est quand même très important dans une activité de médecine générale. Alors, j'imagine que, puisqu'on a quand même pas mal de pathologies chroniques, et on en a de plus en plus, puisque les gens maintenant surveillent beaucoup de la pathologie chronique, il y a aussi un rôle d'éducation thérapeutique faite par le médecin qui concourt aussi à l'information des patients. Absolument. C'est très drôle parce que des fois, les gens viennent me voir en disant « Ah, docteur, je sais engueuler ». Je dis « Non, moi, je ne suis pas là pour vous, je suis là pour vous informer, mais pas pour vous. » Mais c'est très, très passionnant, les relations qu'il y a entre le patient et le médecin généraliste. Après 30 ans, je suis quand même toujours passionné par cette activité. Je trouve que c'est vraiment très intéressant.
Alors il y a quelque chose qui est surprenant, c'est qu'on dit il faut écouter le patient, Oui. mais en fait les chiffres sur l'écoute du patient sont assez inquiétants. Ah bah oui, oui, absolument. Alors ça, c'était 23 secondes. C'est le temps de patient, le temps de parole d'un patient en France. Alors ça, c'est un chiffre qui se balade partout. Il y a plein de médecins qui ont écrit des livres dessus. Ils disaient que c'est inadmissible, le patient parle pendant 23 secondes et il est interrompu par le médecin qui lui prend la parole immédiatement. En réalité, on sait maintenant, enfin il y a eu cette enquête qui a été faite par le quotidien des médecins en particulier, qui se sont rendus compte que, ils se sont demandé d'où sortait ce chiffre de 23 secondes. Et ils se sont rendus compte que c'était en fait un vieil article américain qui date des années 99, 1999. Les auteurs avaient regardé 300 consultations réalisées entre 95 et 96 par 29 médecins qui exerçaient en zone semi-rurale dans le Colorado, donc c'est pas tout à fait Oui, les c'est pas conditions, tout à fait les conditions et qui françaises. disait effectivement que le patient avait le droit de parler pendant 23,1 secondes et qu'au bout de 23,1 secondes, le médecin prenait les rênes et c'était lui qui enchaînait la discussion. En fait, maintenant, il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été faits. En particulier, là, vous avez à l'écran le travail de thèse du Dr Hélène Stéphane en 2012, qui va montrer que les patients peuvent exprimer leur doléance pendant 85 secondes. 85 secondes, ça paraît très peu encore. Mais 85 secondes, ça représente quand même 11% du temps de la consultation. Et puis il faut savoir aussi que 85 secondes, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vois bien, il y a des gens qui viennent me voir en disant bonjour, c'est quelque chose de très simple, ça va assez vite. Puis il y a des fois des gens qui se mettent en face de vous, qui sortent un gros dossier, qui vous expliquent une situation, vous les laissez parler, vous savez que la salle d'attente est pleine, vous prenez du retard, mais vous laissez parler. D'accord. Alors il y a des situations qui sont plus particulièrement difficiles à gérer quand même dans les relations et l'information du patient. Moi j'en vois deux, hein, c'est l'annonce d'une mauvaise nouvelle en façon générale. Oui. Mais peut-être qu'avant, oui. vous pourriez montrer une phrase que j'aime beaucoup, qui est cliquez, allez-y pour voir. Cliquez sur voilà. C'est celle-ci. C'est un médecin canadien. Souvent on dit de lui que c'est le père de la médecine moderne. Il a dit une phrase, moi je trouve que tous les médecins devraient avoir en tête, c'est-à-dire écoutez votre patient, si vous l'écoutez, il va vous donner votre diagnostic. Et je crois que c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il faut écouter, et quand vous avez bien écouté, souvent vous avez bien. D'accord. Ok, donc ça c'est vraiment très important, je pense, d'écouter effectivement les patients. Donc il y a aussi, genre, je disais tout de suite, l'annonce des choses désagréables, en fait, des mauvaises nouvelles. Ah, oui. Et puis, alors ça c'est une mauvaise nouvelle, malheureusement, heureusement le médecin n'est pas responsable de la mauvaise nouvelle, mais c'est quand même pas facile à annoncer. Puis il y a d'autres choses qui est l'annonce quand on a un accident lié aux soins. Alors c'est encore pire, parce que là on est quand même responsable de la chose. Donc il y a ces deux choses qui sont difficiles à annoncer. Donc la HAS a fait deux documents qui encadrent un petit peu ces modalités d'annonce. Donc vous pouvez nous en parler un petit peu donc, sur l'annonce de mauvaises nouvelles en général, par exemple? Alors oui, annoncer une mauvaise nouvelle, c'est pas simple en fait. Pourquoi? Parce que d'abord, la mauvaise nouvelle, elle va changer radicalement l'idée que se fait le patient de son état. On était une patiente en bonne santé, et tout d'un coup on rentre dans le statut du patient qui a une maladie grave. Donc c'est pas un exercice facile. En fait, le médecin doit se poser plein de questions avant, pendant et après l'entretien. Enfin, on peut préparer un petit peu, donc avant, il faut préparer avant. Il faut préparer avant, voilà. Avant, il faut se dire que le professionnel il doit d'abord repérer les réticences éventuelles qu'il a lui-même à annoncer les nouvelles et les raisons de ces réticences. Il est clair que si vous annoncez, par exemple, à un patient qui a un cancer et que vous-même, dans votre entourage, vous êtes en proie, vous êtes quelqu'un de votre famille qui a aussi un cancer, le côté émotionnel va peut-être prendre le dessus et peut-être que vous aurez un peu plus de mal à donner il faut qu'il identifie ses limites, à la fois dans l'accompagnement ultérieur du patient. Il faut qu'il sache un petit peu comment il va accompagner le patient. Et bien entendu, il faut qu'il ait beaucoup d'informations sur la maladie qu'il annonce. Il ne peut pas arriver en simplement les mains dans la poche en disant mais le patient doit lui poser des questions. Alors après, pendant l'entretien? Pendant l'entretien, bon, ça c'est classique, je pense que
L'entretien, ça ne se fait pas entre deux portes, sur un coup de vent, ça se fait pas au téléphone. En fait, ça se fait dans un endroit calme, le téléphone doit être débranché, il faut qu'il y ait suffisamment de temps, il faut éviter le jargon médical, il faut écouter, il faut se mettre en position d'écoute en étant vigilant, voilà. Et il faut adapter aussi l'information qu'on donne à ce que l'on perçoit chez le patient, de ce qu'il sait, de la pratique, de sa représentation, etc. Alors c'est peut-être plus facile en médecine générale parce qu'on connaît mieux le patient et donc on l'a suivi pendant des années, et, mais en même temps c'est parfois plus difficile parce que justement, moi je reviens, j'ai suivi des gens qui avaient mon âge 30 ans, qui maintenant toujours mon âge mais 30 ans après, et on voit apparaître des pathologies pour lesquelles j'ai pas forcément, oui, j'ai pas forcément envie de me coltiner avec ces pathologies, et ça peut être difficile d'avancer ce type de Ça, ça a aussi un côté plus facile qu'à l'hôpital, par exemple, où parfois, là, dans votre cabinet, dans un colloque singulier, parfois dans les établissements de santé, c'est plus compliqué parce qu'on ne prend pas forcément le temps de se mettre dans un endroit, de consacrer, de sacraliser du temps sur la formation. Et puis bon, après l'entretien, bien entendu, il faut se poser des questions, il faut se demander après l'entretien, donc toutes les questions n'ont pas été abordées et il faut proposer l'opportunité d'une autre. C'est après ça. Ok, donc après il y a le cas de figure encore plus, on passe à un degré au-dessus, c'est-à-dire il y a eu un dommage qui a été associé au soin, et donc là il va falloir en parler. Alors là c'est encore plus compliqué parce que dans ce cadre-là, le professionnel de santé, c'est ce qu'on appelle un événement indésirable associé au soin, c'est-à-dire que ce n'est pas en rapport avec une complication de la maladie, on n'est pas dans le cadre de la maladie qui évolue plus ou moins bien, mais on est dans le cadre d'une conséquence de l'acte médical, que ce soit l'acte de prévention, de diagnostic, de traitement ou de réhabilitation. Et là, la responsabilité du médecin, elle peut être engagée. C'est-à-dire que le médecin, il peut se sentir responsable, voire fautif. Et donc, il y a aussi la question de la culpabilité qui se met en avant. C'est pas si simple que ça. Et il y a toute une série de questions que le médecin doit se poser. Qu'est-ce que je ressens moi-même par rapport à la personne que je rencontre? Est-ce que je crains la confrontation? Est-ce que je la souhaite? Parce que des fois on a envie de se coltiner la personne en disant mais non, j'ai rien fait, voilà. Se justifier se justifier. Est-ce que je suis convaincu que je suis impliqué en tant que professionnel et pas en tant que personne? C'est pas ma personne qui est mauvaise, j'ai fait une erreur, cette erreur je vais l'expliquer. Il faut que je garde ma dignité, et quoi qu'il arrive, je ne suis pas menacé d'infamie. Et puis il faut quand même que je sois capable de comprendre et de ressentir ce que ressentent les patients et les proches quand ils expriment qui a touché. Donc il faut un degré d'empathie, mais sans pour autant mettre trop d'émotions non plus, parce qu'il faut avoir un certain recul. Absolument. Puis voilà, il ne faut pas avoir peur du patient, il ne faut pas de ses proches, il ne faut pas non plus leur faire peur, parce que il y a une vidéo sur de la HAS qu'on trouve assez facilement sur l'annonce d'un dommage associé aux soins, et où le médecin qui veut absolument se justifier, il fait peur sur l'écran. Oui, tout à fait. Je sais pas si vous voyez, je vois bien, très bien, oui. Il faut être convaincu qu'il va y avoir des moments difficiles qui vont se passer. On a intérêt à les exprimer, ces moments difficiles, et puis à les construire ensemble, plutôt que chacun de son côté. Il faut exprimer évidemment des regrets pour ce qui s'est passé, il faut c'est pas toujours le plus simple d'exprimer des regrets. C'est pas toujours simple, et puis il y a plusieurs façons d'exprimer des regrets. On peut exprimer des regrets de façon très intéressante, et puis on peut exprimer des regrets où on dit clairement aux gens, on vous dit Donc il y a 3 temps dans l'annonce. Alors il y a 3 temps de l'annonce. Classiquement on dit qu'il y a 3 temps. Je crois que vous pouvez faire défiler, je pense que là les 3 temps sont là. Il y a avant l'annonce, pendant l'annonce, après l'annonce, le document est très bien fait. Je ne pense pas que ce soit utile de le détailler. Je pense que le mieux c'est maintenant de télécharger ce document et de le lire. Donc ce qui est important quand même, c'est de préparer quand même ce qu'on va dire. Il faut préparer. Alors préparer, en cabinet c'est se préparer, à l'hôpital c'est préparer aussi avec les équipes pour que les gens soient on ait bien le même niveau d'information sur ce qu'on va dire aux patients. Pendant l'annonce, évidemment, c'est toute une stratégie d'annonce avec notamment l'expression des regrets, des excuses.
Et puis ensuite, après, c'est aussi de poursuivre la prise en charge, de Ouais. proposer des consultations ultérieures, de proposer une prise en soin. Et puis si le patient, par exemple, est hospitalisé, que l'équipe aussi soit au courant de ce qui s'est dit pendant l'entretien, de manière à Ouais. que ce soit bien repris. Mais il faut être clair avec soi-même par rapport à ces histoires. Je pense que les groupes d'échange de pratiques Tout à fait. dans lesquels on raconte des Ouais. histoires comme ça permet de dédramatiser aussi ce type de situation. Parce que vous savez, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle la deuxième victime. La Oui, première tout à fait. victime étant le Patient. patient, bien entendu. Mais il existe une deuxième victime. Et on a eu des affaires pas très lointaines où vous avez un médecin qui se suicide ou un kinésithérapeute qui se suicide parce qu'il y a une erreur qui s'est produite et il ne supporte pas l'idée qu'il est responsable. On fait ce métier pour faire entre guillemets du bien et on ne peut pas se résoudre à se dire qu'on a fait du mal et qu'on a fait un dégât chez le patient. Très bien, donc on arrive un petit peu sur la fin de cette conférence. Alors, est-ce que je vous laisse le mot de la fin pour la conclusion? Ah, je veux bien. En fait, la conclusion, je vais partir d'un document de l'INPES qui est assez intéressant sur le sujet. Alors, vous savez, l'INPES a fusionné en 2016 avec à la fois l'Institut de veille sanitaire et les PRUS, je ne sais jamais le nom, c'est l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et ça a donné ce qu'on appelle maintenant Santé publique France. Donc dans le travail qui est présenté ici, qui s'appelle la relation médecin-malade lors de consultation de patients hypertendus en médecine générale de ville, non, peut-être qu'on ça encore, on va le mettre à la fin vraiment. Il y a un sociologue et un épidémiologiste qui sont intéressés donc à cette fameuse relation médecin-malade lors de consultation de patients hypertendus. Et ils ont d'une part, ils ont assisté à ces consultations, et d'autre part, ils ont fait des entretiens séparés vis-à-vis des patients et vis-à-vis des médecins. Et alors, ils se sont rendus compte que les perceptions que les patients et ceux de médecins ne sont pas concordants, et que les critères à partir desquels les uns et les autres sont satisfaits de la relation ne sont pas tout à fait pareils. Alors, je vous donne un exemple. Les médecins généralistes, par exemple, ils sont contents lorsqu'ils ont affaire à un patient qui prend bien leurs recommandations et dont les résultats sont de bonne qualité. Et par contre, lorsque le patient on fait un casse à tête, il considère que la patient est de mauvaise qualité. Les médecins, du côté des patients, c'est aussi un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui acceptent volontiers les préconisations du médecin, et puis il y en a d'autres qui disent non, moi je suis une personne autonome, je fais ce que je veux, si j'ai pas envie de suivre ce traitement, je ne suis pas un, c'est tout. Et donc, la conclusion de médecin-patient, c'est celle-ci, et je trouve qu'elle est vraiment très pertinente en matière de relation, c'est que l'enjeu fort de chaque consultation est de parvenir à un certain consensus entre le médecin et le patient, c'est-à-dire à être prêts l'un et l'autre à négocier et à concéder, c'est-à-dire à prendre du pouvoir et à en accorder, tout en inscrivant leur action et leur relation dans la durée. Je trouve que la conclusion de cet article me semble vraiment très très intéressante. Vraiment, c'est une relation qui devient équilibrée. Alors qu'à un moment donné, elle était quand même déséquilibrée. Absolument. Très bien, on arrive au bout de cette heure de conférence. Merci beaucoup, Dr. Brady, pour votre participation. Et puis donc, pour ceux qui le souhaitent, vous retrouverez bien évidemment la conférence en retransmission. Vous pouvez la revoir ou la conseiller à d'autres personnes sur le site de la prévention médicale.